long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, changement un petit peu de thématique. On va parler de deux équipes qui sont en plein retour, en pleine bourre en ce moment, qui étaient pourtant mal embarquées. C'est pas le retour du boom bap, mais c'est le retour de New York, en tout cas avec l'équipe des New York Knicks et l'équipe des Brooklyn Nets qui sont en pleine bourre en ce moment. J'en profite avant qu'on commence le podcast pour vous rappeler que notre MOOC numéro 4 spécial New York en version premium est toujours disponible. Il en reste encore quelques-uns si jamais vous n'avez pas pu mettre la main dessus. On vous conseille de pas tarder, 320 pages, on a rajouté 120 pages de plus par rapport à l'édition d'origine pour aller encore plus au fond des choses de tout ce qui fait la culture du basket new-yorkaise. Et pour cet épisode, surprise, je suis pas rejoint par Shai Mamou et Antoine Pimel, mais par Benjamin Moubèche et Antoine Pimel. Benjamin qui nous fait le plaisir de remplacer Shai un petit peu au pied levé. Voilà, si vous allez régulièrement sur Basket Session, vous avez forcément croisé sa plume. Si vous êtes auditeur de podcast, vous connaissez forcément le podcast Le Carton dont il est l'un des animateurs et son site L'Analyste sur lequel vous pouvez retrouver encore plus de choses autour du basket signé de la main de Benjamin. Benjamin, merci de nous rejoindre. C'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, que tu participes au podcast avec nous. Donc on est ravis de t'avoir tout simplement. Ravi d'être là aussi, surtout pour apporter une upgrade par rapport à Shai Mamou qui donc nous a fait faux bond. Mais non, toujours un plaisir. Et puis, comme tu dis, ça va être cool. Un plaisir de parler avec le crack Antoine Pimel aussi. Plébiscité par les fans de semaine en semaine. Mais ça me fait plaisir. Vous me touchez, vous me flattez. Toi, t'avais pas eu autant d'accolades qu'à l'époque, depuis l'époque où tu jouais pour le Bayern Munich en 82. Ouais. En 82, ouais. C'est ça. Bon, ça va être... Donc voilà, on va retrouver un petit peu de notre sérieux, parce que sinon on va nous dire que pour une fois qu'on parle des Knicks, on n'est pas dans le sérieux, les Knicks. On est dans le thème. On est dans le thème, voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, à propos de New York, je vous propose qu'on commence peut-être par parler plutôt de ce qui se passe à Brooklyn, parce que c'était l'équipe la moins bien engagée en début de saison, entre les polémiques, le bazar en dehors du terrain, dans les vestiaires, sur le terrain. C'était vraiment pas du tout le début de saison que les fans de Brooklyn pouvaient espérer, changement de coach. Et puis là, des Nets qui sont en pleine forme, 12 victoires sur les 15 derniers matchs, un Kevin Durant quasiment intouchable qui a refait le chemin pour revenir dans la discussion, du moins la discussion pour le MVP de la saison. Des joueurs comme Kyrie Irving ou Ben Simmons qui finalement arrivent à retrouver une place dans le collectif, se reconcentrer sur le basket, un effectif qui tourne plutôt bien. Tout simplement, quel est votre sentiment, vous, sur l'état de forme des Nets en ce moment et sur l'avenir, sur ce qu'ils peuvent nous réserver pour la suite de la saison? Allez Benjamin, honneur à toi. Ça marche. Écoute, avec les Nets, c'est dur d'être surpris, je trouve. Justement, on avait l'habitude tout le temps de... Enfin, on a tellement l'habitude de dinguerie du côté de Brooklyn que maintenant, plus rien ne nous surprend. Donc le fait qu'ils soient bons, finalement, c'est peut-être... voilà, c'est dans l'ordre des choses. Finalement, on revient vers le droit chemin après tant d'écart. Au début de la saison, on n'avait pas Kyrie, on n'avait pas Joe Harris. Là, les joueurs commencent à revenir. Donc, il y a une dynamique plutôt positive avec les Nets. Tu l'as dit, Kevin Durant revient à son top. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que effectivement, maintenant, elle tourne à 100% autour de Kevin Durant, qui a un usage rate qui explose le plafond, qui est super efficace en attaque, comme dans son prime finalement, qui distribue le jeu lui-même au lieu de laisser la gonfle plus souvent à Kyrie Irving, en fait, qui est très bon en tout ce qu'il fait. Donc à partir de là, forcément, les Nets, ils capitalisent là-dessus, sur leur joueur calibre MVP pour engranger les victoires, et même de manière générale, le collectif a step up offensivement, défensivement. Le coaching fonctionne mieux avec Jack Vaughn. Donc dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, il n'y a que du positif côté Brooklyn. Ouais. Antoine, tu avais fait un papier justement sur l'état de forme un peu fantastique de Kevin Durant en ce moment. Ouais, alors Kevin Durant, je pense que c'est une des meilleures saisons de sa carrière. C'est un joueur, au final, on n'a jamais vu quelqu'un revenir aussi bien d'une déchirure du talon d'Achille. Et quelque part, il est à nouveau dans son prime, c'est-à-dire qu'il l'était avant sa blessure avec Golden State. Et voilà, c'est comme s'il avait pris 2 années sabbatiques et il revient, il est
toujours aussi fort, voire même encore plus efficace que jamais. 56% au tir, je trouve que c'est absolument hallucinant vu la difficulté des tirs qu'il prend, le nombre de tirs qu'il prend. De toute façon, c'est un joueur extraordinaire et je pense qu'à partir du moment où tu as un joueur comme ça, tu es censé être compétitif. Voilà, on a vu les problèmes à Brooklyn, c'est souvent plutôt en dehors du terrain. Quand ça se contente de jouer au basket, c'est une très bonne équipe de basket. Quand Kyrie Irving se contente de jouer au basket, c'est un super joueur de basket, même si après il a aussi ses failles comme chaque joueur, mais ça reste une équipe qui est très intéressante sur le papier, avec une superstar, une deuxième superstar, un troisième All-Star qui revient petit à petit, des bons joueurs de devoir. Donc en fait, tu te dis, si ça se concentre sur le basket et que ça se contente de faire son métier, cette équipe, si les joueurs se contentent de faire leur métier, cette équipe, elle ne peut être que compétitive. Et du coup, ça m'amène sur juste un petit mot pour Jack Vaughn quand même. Il a su redonner vie à ce groupe, en fait. Je ne pense pas que ce soit que Jack Vaughn, mais je pense qu'il y avait aussi de toute façon un espèce de désintéressement envers Steve Nash. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas voulu faire l'effort parce que Jack Vaughn, au final, son message, il ne révolutionne pas. Il leur dit de défendre dur, de faire les efforts, d'aller au rebond. Mais voilà, les Nets se sont mis à faire des petits trucs simples qui te font gagner des matchs de basket. Ils sont beaucoup plus rigoureux. Il y a un espèce de cadre. Si peut-être Jack Vaughn, il a réussi à mettre un cadre. Quand il y a un cadre, voilà, tu as une équipe qui peut largement jouer le haut de tableau à l'Est. Après, jusqu'où, on va savoir, mais voilà, qui peut aller loin à l'Est. Ouais, tu parlais de cadre. Ce qui est intéressant, je pense, à noter, c'est quand même la défense de Brooklyn qui était catastrophique en début de saison. Là, ils sont revenus, ils sont 15e au défensif net rating, donc ils sont revenus en milieu de la ligue dans ce registre. Parce qu'offensivement, on savait qu'ils avaient le talent pour. Par contre, voilà, défensivement, c'était catastrophique. Je pense que c'est une des grosses raisons collectives, du moins, qui explique aussi ce coup de mieux du côté de Brooklyn, non? Clairement, je pense que c'est la principale évolution de Brooklyn. Ça vient, comme disait Antoine, un petit peu de Jack Vaughn qui leur demande plus d'efforts et aussi qui pousse un peu plus loin déjà la défense de Steve Nash qui était un petit peu tout en switch. Là, on passe vraiment sur on switch tout et ça rappelle les défenses efficaces type Spurs, Warriors qui sont assez adaptés à ces équipes avec des joueurs qui, mine de rien, tu as assez de taille avec Kevin Durant au poste 4, au poste 3. Tu as des joueurs qui globalement sont capables de défendre sur plusieurs postes parce qu'ils ont la longueur, quoi. Et donc ce système-là, il marche bien avec Brooklyn. Jack Vaughn a raison de le pousser vraiment à fond. Et au-delà de ça, ils ont trouvé une sorte de death line-up défensif assez improbable avec Kyrie Irving, Royce O'Neal, Joe Harris, Kevin Durant et Claxton, où ils ont un defensive rating de 96,3. Et donc ils écrasent tout. Et ce line-up-là, en fait, c'est vraiment leur line-up salvateur sur le plan défensif. Et quand ils le sortent, ils défoncent complètement l'équipe adverse. Et ça me surprend beaucoup parce que Joe Harris étant de retour de blessure, Nick Claxton n'étant pas non plus un pivot très switchable, très mobile sur le plan latéral, c'est assez surprenant de voir que ce line-up-là fonctionne si bien. Pourtant, ça marche et du coup, ils ont raison de l'exploiter à fond. Et c'est une des grandes raisons de pourquoi Brooklyn est revenu aussi fort sur le plan défensif. C'est vrai que c'est très étonnant, surtout qu'ils puissent avoir ça avec Kyrie Irving et Joe Harris en même temps sur le terrain, vu qu'on avait ciblé dès le départ que c'était une des faiblesses potentielles de cette équipe, notamment pour finir les matchs. C'était comment ils allaient pouvoir défendre s'ils devaient aligner ces deux joueurs ensemble sur le terrain. Nick Claxton, je trouve un petit peu sévère quand même. Je trouve plutôt mobile pour son profil. Je trouve plutôt effectivement efficace dans ce domaine. Par contre, c'est impressionnant effectivement qu'avec Irving et Joe Harris, ils puissent avoir pour l'instant sur cet échantillon d'aussi bonnes performances défensives, clairement. L'échantillon, on est sur, ouais, il y a quand même, c'est quand même, en plus c'est plus d'une centaine de minutes, donc c'est quand même assez solide et mine de rien. Et puis à un moment, Ben Simmons reprend du rythme. Tu peux potentiellement switcher éventuellement Claxton par Ben Simmons à un moment et essayer d'avoir un line-up un peu plus petit pour le coup, mais qui peut aussi être défensivement très intéressant. Mais après, je pense que les progrès, ils dépendent effectivement de la rotation, des efforts. Voilà, si Brooklyn se contente de défendre correctement, déjà, rien que ça, rien qu'avec ça, je pense qu'ils peuvent finir dans le top 4 à l'Est et peut-être même passer un tour. Sachant qu'après, il y a le talent offensif, tellement de talent offensif que voilà, tu obtiens une équipe qui est pas parfaite, mais qui clairement peut
peut ouais, au moins gagner un tour, je pense. Ouais, tu parlais de Ben Simmons, Antoine. Moi, je trouve que c'est criant de voir à quel point il est en train de retrouver ses jambes. En début de saison, il était vraiment en difficulté. Il sortait tout le temps pour 6 fautes. Il n'arrivait plus vraiment à tenir les arrières extérieurs. Là, dans le dernier match contre Détroit, je l'ai trouvé vraiment plein d'impact en défense. Il y a un moment où il monte en grosse pression sur Jalen Ivey. Il le force à rendre le ballon tellement il n'en peut plus. Il est agressif avec ses longs bras, etc. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de monter c'est pas en puissance en fait, mais de retrouver le rythme, retrouver les jambes, retrouver la confiance aussi en lui, les automatismes. Parce que c'est vrai que pour revenir, quand il y avait eu ce trade entre James Harden et Ben Simmons, bah, moi je m'étais dit, bon, bah, Brooklyn. Ok, tu perds tout ce que James Harden t'apporte en attaque. Par contre, tout de suite, défensivement, la défense de Brooklyn va tout de suite passer un cap. Et c'est vrai on en avait parlé un petit peu, mais je pense que moi aussi, j'avais été un peu trop impatient envers Ben Simmons. C'était trop lui demander d'être l'ancien Ben Simmons dès le début de saison, après une aussi longue absence, après une blessure au dos quand même qui est pas anodine. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir petit à petit et de retrouver un petit peu l'impact défensif qu'il pouvait avoir partout sur le terrain, dans les aides, pardon, sur les porteurs de balles, venir protéger le cercle. Ça, c'est vraiment intéressant pour Brooklyn. Ouais, clairement, et puis c'est bien de voir qu'il peut impacter le jeu sans être très efficace en attaque, parce que sur la série de wins de Brooklyn, il score pas des masses, il a pas beaucoup de responsabilités offensives. En fait, c'est ce qu'on lui demande parce qu'il est dans cette équipe qui a déjà, des joueurs offensifs d'un calibre supérieur. Alors maintenant, le fait qu'il se concentre vraiment sur la défense, qui est sa spécialité, qui est la raison pour laquelle il est revenu, pour laquelle il est venu, pardon, et qu'au-delà de ça, il revienne à son top niveau physiquement, effectivement, c'est super rassurant. Surtout qu'on reste quand même à un tiers de la saison, globalement. Donc, il a encore le temps de monter en puissance, de s'incorporer à cet effectif. Et pour l'instant, le death line-up, effectivement, il est avec Claxton, il est avec Royce O'Neal, avec le duo Harris et Kyrie Irving. Mais une fois que Ben Simmons est revenu à son niveau de Deepoy, il faut se poser la question de où peut monter Brooklyn. Est-ce qu'ils ne peuvent pas réussir à monter dans le top 10 des défenses tout en restant une attaque élite grâce à leurs deux créateurs offensifs juste incroyables que sont Kyrie Irving et Kevin Durant? Je pense que c'est une possibilité. Donc savoir que Ben Simmons trouve sa place dans cet effectif, joue son rôle, pour moi c'est super rassurant. Ouais, et puis en plus, défendre fort, avoir ce rôle défensif, ça peut l'aider petit à petit à se remettre en confiance en attaque, en fait, parce que ça t'aide à te remettre dans le rythme. Souvent, défendre fort, ça te permet, dans un match, notamment quand tu as du mal à te mettre dedans, c'est pas toujours facile de se mettre dans l'intensité d'un match. Défendre très fort, même si tu laisses de l'énergie, tu prends l'habitude de courir, de te battre, de courir, de te battre à travers des écrans, et tu commences petit à petit. Je pense que pour Ben Simmons, de se rendre utile mentalement, ça doit lui faire du bien. Et ça peut petit à petit l'aider à se débloquer, à se dire, bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en attaque, que je prenne des shoots, que je prenne pas des shoots, que je mette mes lancers, que je mette pas mes lancers, je peux apporter de ce côté du terrain. Je pense que chaque petite étape, chaque petit point positif l'amène vers un retour à son meilleur niveau, sachant que, voilà, comme vous avez dit, de façon physiquement, chaque match l'aide à se remettre. Mentalement, chaque petite action positive l'aide à se remettre. Et tu as potentiellement, voilà, un joueur qui peut se rapprocher de son niveau de jeu. Je ne suis pas sûr qu'on revoie le Ben Simmons All-Star dès la première saison. Quand tu rates un an d'absence, c'est long quand même. Mais voilà, s'il est ne serait-ce qu'à 80% de ses capacités en avril, c'est un vrai renfort pour Brooklyn. C'est une vraie belle option pour Brooklyn qui a déjà un effectif quand même au final assez séduisant. Quand on regarde même au-delà, il y a quand même des bons joueurs. Royce O'Neal, tu l'as dit, super défenseur, il fait une sacrée saison. Tu as Watanabe qui met des shoots, il y a Seth Curry, il y a Joe Harris, Patty Mills, Nicolas Claxton, Cam Thomas qui est un gros scoreur, TJ Warren qui revient de blessure. Enfin, le mix est intéressant, quoi. Ouais, j'allais y venir justement à tous ces joueurs qui ont été blessés, qui sont en train de revenir, et au potentiel de cette équipe de Brooklyn, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que, pour revenir vite fait sur Ben Simmons, là maintenant, il est dans la situation quasiment idéale, où la déception, il y a eu une déception au début de saison, qui a fini par retomber, parce que de toute façon, il y a eu tellement de bazar du côté des Nets qu'on a un peu oublié Ben Simmons pendant toute l'affaire Kyrie Irving, et que maintenant, on fait plus trop attention à ce qu'il fait, ses bonnes performances, ses moins bonnes performances, et qu'il y a un moment quand même où tu peux quand même espérer du côté de Brooklyn, vu son âge,
que l'air de rien, petit à petit, il redevienne le Ben Simmons qu'il y avait à Philadelphie. Et en fait, si tu retrouves ce joueur-là, ça change complètement ta trajectoire potentiellement, ou du moins ça change la donne. Pour la trajectoire, je sais pas, mais en tout cas, ça change la donne pour Brooklyn. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est plus au match par match où on attend à ce qu'il sorte un match parfait ou une grosse performance. Ça va se lisser un petit peu. Je pense que ça peut se lisser en tout cas au fur et à mesure des matchs. Et puis là, Antoine, tu parlais du retour de TJ Warren. Ça aussi, c'est intéressant là. Donc sur des minutes, on sent qu'il est encore restreint au niveau des minutes. Ça, c'est un joueur qui revient. Il y a Seth Curry qui sort, qui ressort de l'infirmerie. Mais si à un moment il arrive à stabiliser, c'est aussi un joueur quand même qui est au-delà de ses qualités de shooter. Moi, je trouve qu'il apporte beaucoup de vie en fait dans le collectif sur le terrain. Cette équipe, comme tu disais Antoine, elle a quand même des ressources. Elle est construite bizarrement en fait. Je trouve qu'elle est pas forcément équilibrée, mais il y a un réservoir de joueurs vraiment intéressant à exploiter pour Jack Vaughn. Et à l'image, tu en parlais, Watanabe là, qui est toujours à plus de 50% de réussite à 3 points, qui fait une saison un petit peu... on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il cartonne comme ça. Et en même temps, quand on regarde au-delà de son tir à 3 points, il fait peu d'erreurs, il est grand, il peut perturber, il peut gêner en défense, il peut aider au rebond, et on sait que Brooklyn a besoin d'aide au rebond. Il y a quand même un effectif qui est intéressant sur la durée. La question, finalement, j'ai envie de revenir là-dessus, c'est que si c'était une équipe Z, on pourrait se dire, attention, Brooklyn, finalement, il y a vraiment du talent, il y a un coach qui se fait écouter dans le vestiaire, il y a tout un tas de choses qui font que peut-être ça peut être une équipe surprise. Et au bout du compte, j'ai l'impression que dans le cas des Nets, ils ont tellement... le passif est tellement lourd que c'est dur ça reste dur en fait de s'enflammer, ou du moins de se dire c'est peut-être vraiment vraiment sérieux, d'autant que faut souligner quand même que dans ces 12 victoires, il y a eu quand même pas mal d'équipes faiblardes entre guillemets, il y a eu pas mal de matchs à domicile, donc c'est aussi des données qui peuvent un peu rentrer en ligne de compte. Mais déjà, battre les équipes un peu faiblardes, c'est quand même le signe que généralement tu maîtrises un peu quand même ton jeu. C'est pas toujours simple. On va parler des Knicks après. Les Knicks aussi, justement, ils battent les équipes faibles et ils perdent contre les équipes fortes. Mais souvent, en fait, ça te suffit à aller en playoff. Et sinon, je pense pour les Nets, comme tu as dit, il y a un passé, il y a une jurisprudence, si tu veux. C'est-à-dire que depuis que Kyrie Irving et Kevin Durant sont arrivés, il y a toujours un pépin. Des fois, il est physique, avec une blessure. Kyrie s'est blessé, Kevin Durant s'est blessé, Ben Simmons est aussi sujet aux blessures, sans parler de tous ceux dont on a cité qui reviennent de blessures aussi. Et après, il y a évidemment le passif des polémiques, des problèmes extrasportifs. Et je pense qu'on est tous quelque part un peu conditionnés par tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et on se dit non, mais il va y avoir une merde, quoi. Faut dire comme ça. Moi aussi, tu vois, quelque part, je reste sans doute plus circonspect sur les Nets que sur d'autres équipes. C'est un peu comme les Clippers, quoi. Quand les Clippers cartonnent, on se dit toujours, ouais, mais est-ce que Kawhi il sera vraiment là en playoff? L'avantage des Nets quand même par rapport à tout ça, c'est qu'ils ont aussi de l'autre côté le passif Kevin Durant, un petit peu de cette impression qu'ils ont un cheat code un petit peu qui peut les débloquer dans n'importe quelle situation, qui peut leur permettre de gagner contre une grosse équipe. Là où avec d'autres équipes qui n'ont pas un joueur de ce calibre-là, on pourrait se poser peut-être plus de questions. Donc en fait, je pense qu'on a l'impression qu'ils vont retomber parce que c'est Brooklyn. Donc il y a tellement de traction médiatique, il y a eu tellement de drama, de demandes de trade, de théories fumeuses, etc., qu'effectivement, on se dit, il y a quelque chose qui va venir les plomber. Mais finalement, maintenant qu'ils jouent bien, que le groupe est bien cadré, que les jeunes trouvent du temps de jeu, progressent, que les joueurs reviennent de blessures, reprennent la confiance, etc., pourquoi est-ce que le groupe déraillerait finalement? Donc on peut se méfier parce que, voilà, jurisprudence, comme dit Antoine, mais en soi, il n'y a pas de raison de douter de ce groupe-là qui, pour l'instant, montre de belles choses. Et on peut commencer à espérer qu'il fasse peut-être quelque chose enfin cette année en playoff. Alors, on a été beaucoup déçus, notamment à l'époque où il y avait James Harden et on annonçait un Big Three énorme qui allait renverser la ligue, etc. Mais en fait, l'effectif d'aujourd'hui est tellement plus équilibré, a l'air d'être tellement plus fonctionnel dans l'attitude, dans le jeu, etc., que là, j'ai envie d'y croire, honnête, personnellement. Ouais, c'est intéressant. Je reviens sur le terme de cheat code que tu as utilisé pour Kevin Durant, parce que je pense qu'il n'est pas, il est pas exagéré ce terme en fait. Antoine t'en parlait tout à l'heure, là, qui est dit, il est sur des stats folles, plus de 30 points de moyenne, plus de 56% de réussite au tir, ce qui est assez extraordinaire, assez phénoménal. Parce qu'en fait, finalement,
ce qui m'inquiète pour les chances, enfin, ce qui m'inquiéterait du côté des Nets pour les chances d'aller très loin, c'est que c'est finalement les stats au rebond, en fait. C'est une équipe qui est 28e au rebond, qui est 30e au rebond offensif, ce qui veut dire que s'ils ne marquent pas du premier coup, ils ont très peu de secondes chances. Leur succès repose sur une énorme efficacité offensive de leurs shooters, parce que derrière, ils ont quasiment pas de seconde chance, quoi. Et ça, on sait qu'en playoff, c'est forcément quelque chose qui baisse l'efficacité face aux grosses défenses. On va pas revenir sur la série entre les Nets et Boston l'an dernier, qui a été finalement le seul sweep de tous ces playoffs, du moins du premier tour. Mais ça reste quand même la limite. Et du coup, la question que je me pose finalement pour Brooklyn, qui est dans une situation très bizarre, parce que de toute façon, tout est toujours bizarre à Brooklyn. Mais finalement, ils ont un effectif qui est talentueux, mais qui n'est pas totalement équilibré. Ils ont deux superstars, enfin une superstar en tout cas, une star et un all-star qui revient. Donc ils ont des joueurs de talent, ils ont des joueurs qui sortent de rotation, qui sont vraiment bons en fait. Il n'y a pas vraiment de joueurs faibles, je trouve, dans cet effectif. On parlait de Nick Claxton. Là encore, c'est un peu ma marotte du moment là, sur les intérieurs défensifs à qui on donne jamais le crédit qu'ils méritent. Mais pour moi, ces performances sont aussi une des clés de la réussite des Nets. Il y a toujours cette question de savoir, est-ce qu'ils peuvent aller aussi loin qu'il l'espère avec ce groupe? Est-ce qu'il faut tenter un trade? Mais si oui, qui est-ce que tu perds? Est-ce que tu joues en te disant il faut qu'on joue le tout pour le tout tant qu'on a KD et Kyrie sous contrat, parce que sinon après on ne sait pas ce que ça va donner? Ou est-ce qu'il faut qu'on anticipe un petit peu l'avenir? J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de questions et d'incertitudes autour de cette équipe au bout du compte. Il y a toujours pas mal de questions, mais par exemple, si on prend les rebonds, il faut quand même tempérer par rapport à leur efficacité au tir, dans la mesure où c'est l'une des équipes les plus à droite de la ligue. En fait, ils ont aussi beaucoup moins d'opportunités de prendre des rebonds. Et quand on regarde en pourcentage, en fait, ils sont au milieu. Ils ont 49,8% de taux de rebonds récupérés, ce qui est au-dessus des Pélicans, étonnamment, ce qui est au-dessus des Suns. En fait, du coup, il faut tempérer un petit peu ça. Après, c'est vrai que, enfin, il y a toujours des interrogations, il y a toujours des questions d'incertitude avec ces groupes-là. Et je pense que la plus grosse viendra en playoff quand les défenses sont censées se resserrer et où là, ils risquent de connaître une limite si Ben Simmons n'a pas réussi à step up. Mais c'est vrai que, en fait, d'ici là, j'ai tendance à penser que avec ce groupe bien formé, Nick Claxton qui, effectivement, comme tu le dis, fait un beau taf, et Ben Simmons qui revient, ils sont à l'abri de beaucoup de mauvaises surprises parce qu'ils ont des joueurs qui sont qui ont une grande capacité d'adaptation. Ben Simmons défensivement, Kevin Durant, Kyrie Irving offensivement, et cette capacité d'adaptation peut leur permettre de sortir de beaucoup de situations. Donc, pour moi, ça me rassure beaucoup sur ces potentielles faiblesses qui pourraient être adressées plus tard. Moi, je pense que cette équipe, elle est trop talentueuse pour vraiment se foirer s'il n'y a pas de blessure. Je parle en saison régulière, purement sur la saison régulière. Si Kevin Durant reste en bonne santé, je pense de toute façon c'est lui la clé, même encore plus que Kyrie, mais c'est encore mieux s'il y a les deux. Mais si Kevin Durant est en bonne santé, je pense que les Nets ne descendront pas au-delà du top 5. Selon leur montée en puissance, ils peuvent même peut-être aller chercher la 3e place à Cleveland, mais bon, ça dépendra. De toute façon, en fait, peu importe, je pense que pour eux, déjà finir dans le top 5 après les déboires de l'intersaison et après ce qui s'est passé en début de saison, ça sonnera pas comme une victoire, mais comme un espèce de soulagement de bon, on a quand même traversé ça, on s'est quand même ressaisi, on a quand même joué au basket. En playoff, pour moi, les lacunes, j'arrive à voir les lacunes de Brooklyn. Effectivement, il y a des soucis. Il y a toujours un peu cette défense intérieure. Il y a potentiellement un peu le rebond sur certains match-ups, notamment contre Milwaukee. Si on se met à parler, par exemple, de jusqu'où peut aller Brooklyn, je pense que les Nets auraient beaucoup de mal, par exemple, contre une équipe comme les Bucks. Mais ça reste une équipe qui peut faire... En fait, en playoff, ce qui est ironique, je pense que Kyrie Irving et Joe Harris seront beaucoup plus ciblés défensivement. Donc ça va pêcher. Mais par contre, je pense que Kyrie et Kevin Durant, si tu tombes sur la bonne série, ça peut être un cauchemar. En fait, c'est le genre d'équipe pour un très gros favori, donc on va dire pour Boston ou Milwaukee. Plus pour Boston, j'ai l'impression que Milwaukee quand même a trop de sérénité par rapport à Brooklyn, trop de match-up à son avantage. Mais sur une Boston, par exemple, une série Boston-Brooklyn, même si on a vu que ça a donné un 4-0 lors des derniers playoffs, si tu tombes sur la série où Brooklyn, ça déraille vite, effectivement, tu peux remettre un carton et te dire c'était plus facile de jouer eux que Cleveland ou tu vois que de jouer les Cavaliers. Mais si à l'inverse, tu tombes sur la série où Kyrie et Kevin Durant ils sont vraiment dans le mood, c'est focus, il n'y a pas de problème. C'est très dur de stopper deux individualités aussi fortes, deux joueurs qui sont capables sur n'importe quel... Tu vois, quand ça joue demi-terrain, quand ça joue resserré, quand ça joue des isolations, ils peuvent marquer à gogo. Ça va pas être une équipe facile à jouer.
je pense pas que Brooklyn soit vraiment armé pour aller au titre. Donc, maintenant, pour réagir juste sur cette histoire de toute façon, l'avenir, ils ont déjà plus de pics. Ils n'ont pas de joueurs dans leur effectif qui leur rapporteront des pics. Donc, autant s'ils ont une opportunité de se renforcer, je sais pas, via un buyout, via un transfert, parce qu'il y a une équipe qui balance un vétéran, qu'ils le fassent en fait. Qu'ils tentent, même si c'est pas pour aller au bout, mais t'imagines si Brooklyn va, je sais pas, au final de conférence après avoir traversé tout ça, au moins tu donnes un message à Kevin Durant de au final on peut être compétitif, on peut aller loin. Regarde, il nous manque peut-être pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire l'an prochain? Je pense qu'ils ont intérêt de toute façon, comme tu l'as dit, hein, il y a Kevin Durant, il y a Kyrie Irving, autant viser le plus loin possible. De toute façon, ils ont plus ou moins que ça à faire au final. Comme tu disais, ils ont plus de pics, donc Ils ont plus de pics. foutu pour foutu, aller chercher peut-être Jake Crowder et voilà quoi, faites ce que vous pouvez quoi. Là, c'est clair. Ouais, le problème, c'est que ces joueurs-là, je sais pas si ça change la donne pour Brooklyn. Bien La sûr. question, ça risque d'être ça, en fait. C'est quel joueur potentiellement pourrait inverser un petit peu la tendance. Tu parlais de Ben Simmons. C'est Ben Simmons Oui. qui peut inverser la tendance pour eux, de toute façon. C'est un Ben Simmons qui, je sais pas, qui d'un coup, en quelques mois, redevient le Ben Simmons de 2020 ou 2021, du coup. Ouais, c'est dur Le avec Ben le Simmons Covid. 2021. Je sais plus quelle année où il est monstrueux, mais voilà, il leur faut ce Ben Simmons-là. Et ça, C'est pas ça, impossible c'est là leur marge de progression. Et c'est pas impossible qu'ils le retrouvent. Effectivement, ce qui est dur en fait pour les Nets, c'est que malgré tout, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément équipés pour pouvoir jouer deux des autres principaux. En fait, tels qu'ils sont construits, j'ai du mal à les voir pouvoir passer Milwaukee sur une série. Et j'ai même quelque part du mal à les voir passer peut-être Philadelphie sur une série si Joel Embiid joue en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont aucune réponse pour Joel Embiid. Je vois pas quel schéma défensif même tu peux mettre en place pour contrecarrer potentiellement un Joel Embiid au top de sa forme. Et un peu même chose pour Milwaukee. Alors effectivement, sauf si ce qu'on avait vu en début de saison, à quelle vitesse Ben Simmons avait pris des fautes face à Milwaukee. Bon, c'était des circonstances très particulières, hein, ça j'en conviens. Mais même contre les Bucks, ça me semble compliqué, quoi. Et c'est pas pour dire que ce serait facile contre Boston, mais Boston, comme tu le dis Antoine, je peux voir un scénario en fait quelque part où ça pourrait le faire contre Philly spécifiquement et Milwaukee. J'ai plus de mal en fait. Ce serait plus pour vous suivre un petit peu Milwaukee à fond, parce que pour moi, c'est les grands favoris de l'Est. Ils sont trop bien construits et en fait trop équipés pour tous les match-ups, y compris Brooklyn, où effectivement ils ont Brook Lopez à l'intérieur. Personne ne pourra vraiment stopper Giannis. Ça va être une galère parce que de l'autre côté, ils ont des réponses à Kyrie Irving, partiellement à Kevin Durant, à leur shooter, etc. Pour moi, Milwaukee, c'est un peu à part. Philly, par contre, d'un côté, ils n'ont pas de réponse pour Kyrie Irving. De l'autre, j'ai l'impression que en face, en fait, il n'y a pas de réponse trop à Kevin Durant. Il n'y a pas non plus trop de réponse à Kyrie Irving parce que c'est pas James Harden ou Shake Milton ou D'Anthony Melton qui va changer la donne dans ce match-up-là. Donc je me dis, ça va être un peu un match-up. Pour moi, c'est un match-up un peu incertain où les deux équipes ont un potentiel fou et j'ai du mal à vraiment voir comment ils vont se défendre l'un l'autre. Pour Boston, en fait, c'est plus. PJ Tucker, j'attends de voir s'il revient aussi en forme. C'est la question côté Philly, c'est le Ben Simmons de Philly finalement. La boucle est bouclée. Mais côté Tellement Celtics. dur pour Ben Simmons. Non, mais côté Celtics, pour revenir là-dessus, en fait, pour moi, effectivement, il y a ce côté un petit peu. On a l'impression qu'il y a le match-up peut-être un peu favorable pour Brooklyn, où ils peuvent s'en sortir, où ils peuvent passer Boston malgré l'année dernière. Mais en fait, vu les 2 dernières années et surtout le sweep de l'année dernière, perso, j'ai l'impression que Boston, c'est hors de leur portée à cause de Grant Williams, à cause de Robert Williams à l'intérieur, à cause des défenseurs extérieurs qui peuvent balancer sur leur shooter et sur Kyrie Irving. Et en fait, pour moi, il y a un monde entre les Bucks, les Celtics et ensuite les Nets. Ah bah oui, non mais c'est clair. Non, Oui, mais d'accord, Boston on est serait complètement favori de d'accord. cette série, hein. De toute façon, Boston et Milwaukee sont Je serais vraiment pas choqué qu'ils les un ou sweep, deux quoi, crans encore. Ah putain, ça ferait mal pour que si Kevin Durant et Kyrie se refont sweeper par les Celtics, je pense que derrière, faut qu'ils se regardent tous devant un miroir. Je pense Enfin, je pense que Ils organisent des grandes réunions et en Ils mode partent tous dans une ferme en quelle Australie horreur. avec Kyrie Irving et ils abandonnent, quoi. non, mais KD, je pense qu'il serait prêt à tout pour éviter un autre sweep contre les Celtics. Ouais, ouais. Même quitte à devoir aller chez le coiffeur ou se couper les cheveux, il serait prêt à aller Il jusqu'à des prendrait choses aussi extrêmes 80 que ça, quoi. tirs dans le match. Tu sais, s'il y a 3-0, match 4, il prend 80 tirs. Genre laissez... il serait déter en plus, parce que Tatum avait quand même super bien défendu Ah sur bah lui. oui.
Je sais pas s'ils se reprennent un sweep. Bon, après, c'est intéressant. Après, je pense que je suis d'accord, hein, Boston serait favori de cette série. Hein. Je D'accord dis aussi. pas que Brooklyn peut battre Boston. Je pense que quand même Boston-Milwaukee, ça reste vraiment au-dessus. Pour Philly, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il laisserait pas Embiid marquer tous ses points? Tu sais, genre vraiment, mets 50 points sur la série si tu veux, mais il n'y a personne d'autre qui marque. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a Maxi, il y a Harden, il y a quand même du talent, il y a quand même du talent. De toute façon, qu'il le Ce laisse ou serait une pas, série intéressante, ça. qu'il C'est une série intéressante, Ouais, Philly, j'aimerais Brooklyn. beaucoup, ouais. qu'il soit consentant ou pas, ils vont se les prendre les points. Oui. D'ailleurs, actuellement, si les playoffs se jouaient maintenant, la série, ce serait Brooklyn contre Ah ouais, Philadelphie. ce serait Brooklyn-Philadelphie. Ouais, Et moi, c'est vrai. je signe pour ça tout de suite. Ah bah c'est clair. Ah, je suis tout à fait d'accord. Là. Puis Alors- James Harden contre Brooklyn en plus, voilà, c'est le petit bonus, le petit bonbon par-dessus. Alors c'est marrant parce qu'en fait je dis ça Ben et en Simmons même contre temps les James Sixers. Harden c'est probablement le joueur en qui j'ai le moins confiance pour pouvoir passer une série de playoffs serrés. Donc j'ai bien conscience du paradoxe, mais c'est vraiment sur l'aspect purement domination intérieure de Joel Embiid face à voilà l'aspect défensif de Brooklyn qui me semble le plus léger quoi. Game 6 à Philadelphie, quel que soit le score, il reste 3 minutes et Ben Simmons il est sur la ligne de lancer franc. C'est pas magnifique comme scénario? Ce serait... Non. Ça, Tir ça à peut 3 être points en magnifique. sortie d'écran pour Ben Simmons pour tuer le match. Et pour tuer le match. Et il regarde le public comme ça. Non, non là c'est trop là par contre. Ouais, non, Même c'est- dans Touquet ça marche pas. Mais Ouais, non, ouais, c'est même, clair. c'est de la fantaisie là, c'est bon. T'as ta PlayStation qui shut down direct en fait, refuse de participer à un truc pareil. T'as le FBI qui défonce ta porte et qui va chercher ta play, quoi. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, bon, Jack Vaughn n'en est pas là. On n'est pas à devoir gérer les dernières secondes d'un match de playoff pour savoir s'il donne le ballon à Ben Simmons ou pas. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, quelques semaines, on se demandait même si Brooklyn n'allait pas simplement ne pas refaire jouer Kyrie Irving du tout. Ouais. Finalement, la polémique du moins est un petit peu retombée. Lui, il s'est fait couper par Nike, comme vous le savez probablement depuis. Malgré tout, sur le terrain, eh ben, il a retrouvé sa place dans le jeu. C'est vraiment, chaque fois c'est la même conclusion avec Kyrie Irving, mais quel joueur et quel mec bizarre. Franchement, ce type-là, je me dis, dans 30 ans, les gens qui l'auront pas vu jouer, qui regarderont ses stats et qui regarderont, je sais pas, ses highlights sur Internet, ils disent, mais c'était incroyable ce joueur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été dans la course au MVP une fois, ou pourquoi est-ce que il n'est pas plus adoré par les gens, mais sa carrière et le joueur restent toujours aussi incompréhensibles. Et en plus, c'est marrant parce que d'un côté, tu as ça, de l'autre côté, moi, je vois des tweets comme quoi il a donné 22 000 balles à une étudiante pour lui permettre de rester à la fac. Il a ce paradoxe constant de il foire complètement sa com et il a des idées vraiment très douteuses. Mais de l'autre côté, voilà, super. Il y a un bon fond apparemment, et puis super joueur de basket. Mais c'est vrai que côté Brooklyn, finalement, vu que tu es sur la dernière année de contrat, que Kevin Durant a déjà ça de partir, quoi. Il a déjà tenté de s'enfuir. En fait, tu fais ton max pour tirer le maximum de potentiel de ce que tu as. Parce que c'est peut-être la dernière année où on a ce groupe de Brooklyn avec Kyrie Irving. Donc forcément, Jack Vaughn, il est là, il essaie de maximiser son potentiel tant qu'il a ce joueur-là sous la main. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera après la saison. Pour l'instant, je suis juste content de voir Kyrie Irving jouer au basket correctement parce que franchement, c'est bien déjà. Vraiment, c'est bien. En fait, il vient, je pense, là, de prolonger sa carrière. Ah, il y a Parce moyen. que là, même si là, il se blessait, par exemple, si juste il se blesse et il joue plus, il y a des clubs qui vont le signer. Je pense que si les Nets l'avaient mis au placard, bon, il y aurait quand même une équipe peut-être qui lui propose un contrat, mais là, tu vois, il est là, il joue bien, il est très fort. Parce qu'en fait, il est très fort, Kyrie Irving au basket. C'est un fait. Bon joueur de basket. Et, ouais, c'est assez excellent. Moi, en vrai, c'est le mec qui m'a le plus impressionné. Je trouve que la télé ne lui rend pas hommage. L'écran ne lui rend pas hommage. C'est incroyable la vitesse à laquelle il va, à laquelle il dribble, à laquelle il change de direction. C'est exceptionnel. J'ai vu Stephen Curry jouer en vrai. Kyrie Irving ne fait pas le même effet. Kyrie Irving, c'est vraiment incroyable. Et ce joueur est très fort. C'est une énigme, hein, mais au moins là, je pense qu'en jouant comme ça, il y a des équipes qui vont se dire « Ah, on tente le coup. » Peut-être qu'il y aura une nouvelle polémique d'ici là, mais au moins, voilà. Il a quand même, je pense que là, juste là, sur ce stretch, il a réussi à
à se redonner, à remontrer quand même que bon, bah voilà, quand je me tais et que je me concentre sur le basket, ça marche quand même mieux. Ouais, et puis il est bon sur le terrain avec Brooklyn, il fait pas de vagues, effectivement, ça a l'air de bien se passer, du moins de ce qu'on en perçoit de l'extérieur avec ses coéquipiers. Finalement, Brooklyn a tout simplement fini par retrouver un peu de, comment dire, de calme et de sérénité. Alors c'est aussi aidé par la série de victoires, on faudra voir, parce que les défaites, il y en a forcément qui vont venir à un moment ou à un autre. On a parlé tout à l'heure là, de leur calendrier récemment qui avait été assez clément. Voilà, finalement, tout ce qu'on a envie d'espérer pour eux et aussi pour nous, simplement fans de basket, c'est que ça reste comme ça, qu'il y ait un peu de sérénité et que ce soit le terrain qui détermine ce qui se passera pour cette équipe durant la saison, parce que c'était un petit peu fatigant la reprise. J'ose même pas imaginer, je pense que Steve Nash, là, il a dû rajeunir de 15 ans depuis qu'il s'occupe plus de cette équipe-là. Non, c'est clair, mais en fait, c'est ce truc de d'un côté, ils ont voulu venir à Brooklyn parce qu'il y avait cette traction médiatique. De l'autre côté, depuis qu'ils sont à Brooklyn, ça les bouffe un petit peu et surtout avec un phénomène comme Kyrie Irving et là, c'est juste bon de revoir Kyrie dans des super standards. En l'occurrence, il a très, très peu de déchets dans son jeu. Il perd très peu de ballons. Il est très efficace au scoring essentiellement et en fait, il a plus ou moins laissé enfin, il n'a pas complètement abandonné l'idée de créer pour les autres, mais il laisse beaucoup Kevin Durant le faire et il a trouvé plus ou moins sa juste place dans cet effectif. Il l'avait jamais fait à ce point, je trouve, que sur la série de 6 matchs. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, un signe rassurant, comme Ben Simmons qui revient, de se dire Kyrie Irving est enfin vraiment bien utilisé. Il est calme, il joue au basket, il joue bien au basket, c'est trop bien. Voilà, on est content pour ça. Si ça continue jusqu'à la fin de la saison régulière, pour moi, il n'y a pas moyen qu'il rate les playoffs et ils peuvent même faire quelque chose en playoff. Ouais, c'est intéressant ce que tu parles. Tu parles de playmaking. Et moi, c'est une des choses que je trouve les plus agréables à voir dans le jeu de KD cette saison. C'est justement la manière dont il implique ses coéquipiers. J'ai l'impression que, après, c'est la maturité aussi. Mais il a passé un cap, je trouve, là-dedans. J'ai l'impression qu'il cherche plus à faire jouer les autres et qu'il laisse plus le jeu venir à lui, même si enfin, il tourne à 30 points par match. C'est un score incroyable. Mais je voyais encore une fois, parce que c'est les dernières images que j'ai en tête, mais le match contre Détroit, il commence plutôt doucement, il joue même pas trop les ballons au début, il laisse le jeu venir à lui, puis à un moment dans le troisième il met un éclat monstrueux quasiment à lui tout seul aux Pistons, et ça je pense que c'est aussi important pour une équipe de Brooklyn comme ça qui a été longtemps dans la tourmente, d'avoir un KD qui, alors je sais pas comment il a fait, mais visiblement a laissé passer sa frustration de l'été dernier et se concentre uniquement sur le jeu, essaie d'impliquer ses coéquipiers. Ça me semble vraiment intéressant pour la suite. Mais en fait, c'est tout ça là qu'on parle, ça me fait réfléchir. Je pense qu'en fait, on a enfin un Kevin Durant en paix. Ouais, il y a un peu de ça, Pour ouais. la première fois depuis longtemps, en paix avec ce qui va arriver, avec l'état des Nets aujourd'hui, avec l'état de sa carrière, avec son éventuel legacy. Il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'il avait une quote intéressante où il disait, de toute façon, moi, mon héritage en NBA, c'est ce que Cam Thomas il va faire dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il aura retenu de son passé. Donc, tu vois, il y a prise de conscience de qui il est, où il en est dans sa carrière, qu'est-ce qui lui reste à jouer. Et un joueur, bah voilà, tu as un Kevin Durant en paix, ça donne un Kevin Durant qui tourne à 56% au tir en tirant par-dessus 3 mecs. On parle et en fait, je suis presque très légèrement déçu qu'il soit dans cette situation. En fait. Je me dis là, on a un joueur, il est tellement fort et on l'aura peut-être pas en finale de conférence, on l'aura quasiment sans doute pas en finale NBA. Ça me rend presque triste, même si je te dis pas qu'il faudrait que ce soit ailleurs qu'à Brooklyn. Je dis pas qu'il doit demander son trade, c'est pas du tout ça, mais juste, ça me fait un peu de peine de me dire que ce Kevin Durant là et pas dans une équipe ultra méga compétitive. Ce Kevin Durant en paix, tu vois, qui vraiment juste arrive, relax, calme, qui fait jouer les autres, qui laisse le jeu, tout comme tu as dit, tu vois. J'aimerais, ça me ferait vraiment quelque chose qui puisse avoir au moins une année encore ou deux où il est vraiment dans cette situation où il a cet état d'esprit, mais ils sont là pour jouer vraiment le titre, tu vois. En même temps, là, ce qui est intéressant, c'est que si l'équipe est compétitive, c'est quasiment uniquement c'est grâce à lui. Donc, il a ce rôle-là. Et finalement, je comprends ce que tu dis, Antoine. Et en même temps, je me dis, bon, bah voilà, de toute façon, il est dans cette équipe parce qu'il l'a choisi.
il est grosso Ah oui, modo oui, avec c'est les joueurs qu'il a ce choisis, qu'il a ou du choisi. moins Ouais. son principal partenaire, c'est lui qui l'a choisi et c'est lui qui a choisi de le soutenir aussi à des moments où peut-être il aurait pu être échangé contre d'autres joueurs. Donc je partage ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, je sais pas si c'est résigné au fait que de toute façon les Nets n'allaient pas se laisser impressionner aussi facilement que ça et que il avait, voilà, il y a un moment, tu as signé un contrat, faut que tu joues en fait et Mm. comme enfin, c'est fou parce que faut... Non, si, je vais le dire sous forme de compliment, mais Kevin Durant, c'est un amoureux du terrain. Et finalement, je pense qu'il n'a pas, il a pas imaginé faire la grève ou comme d'autres ont pu le faire pour forcer la main de Brooklyn. Donc j'allais dire, c'est un compliment. En même temps, je trouve ça dingue qu'il faille en venir là et dire que c'est chouette qu'un mec qui ait payé des millions de dollars pour jouer au basket accepte de jouer au basket. Ça, je trouve ça fou. Mais en tout cas, voilà, je pense que maintenant, il sait qu'il est dans cette situation. Il voit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, qu'il y a quand même du talent, voilà, il y a Ben Ouais, Simmons, bah il y a oui. d'autres joueurs, il y a un coaching staff. Je comprends toujours pas précisément pourquoi il voulait plus de Steve Nash. En tout cas, là, de toute façon, manifestement, avec Jack Vaughn, ça se passe bien. Il y a un staff qui a du talent aussi. Et voilà, maintenant, c'est un peu ça son challenge finalement. Alors, je dis pas que ça sera sa legacy, mais son challenge, en tout cas pour les années à venir, c'est de montrer qu'il peut être un véritable franchise player, ce dont on ne doute pas, mais et voir jusqu'où il peut porter une équipe. Peut-être brinque-ballante, peut-être avec des lacunes, mais après, voilà, une saison, c'est long. Des playoffs, il y a des blessures. Je dis pas que moi, je mettrais pas forcément un euro sur les chances des Nets d'être champion NBA cette année, mais en tout cas, voilà, on sait comment ça se passe, quoi. Ouais, C'est, On oui. sait jamais, hein. regarde, Ouais. il suffit de, enfin, De toute façon, tant il que tu suffit as de un pas des grand 5 chose meilleurs parfois. joueurs du monde, enfin, tu as un joueur comme Kevin Durant, tu sais que d'une manière, enfin, ça ne suffit pas forcément, mais tu sais que tu as des raisons, en tout cas, de penser que tu pourras être compétitif. Ouais. Allez, je vous propose de passer à l'autre équipe de New York, donc les New York Knicks. Voilà, donc eux aussi qui sont plutôt sur une bonne série, 7 victoires de suite, un bilan de 9 victoires sur les 15 derniers matchs. Et puis surtout, on va peut-être commencer par là, tout simplement une équipe des Knicks. Alors, je ne sais pas si elle séduit les fans hardcore de la franchise au point de les faire se lever en criant de leur canapé. En tout cas, elle défend récemment, et ça, c'est quand même dans l'ADN de cette équipe, de cette franchise. Il y a eu pas mal de changements au niveau du roster, des rotations. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux? Niveau roster rotation, en fait, c'est un petit peu comme les Nets. Je disais tout à l'heure, ils ont trouvé un line-up de la mort défensif, et cetera. Les Knicks ont aussi leur line-up de la mort, mais en fait, il est défensif et offensif. En l'occurrence, c'est évidemment les 3 stars de l'équipe, entre guillemets, Brunson, Randle et Barrett. Et avec eux, du coup, c'est Quentin Grimes et Mitchell Robinson. Et ce line-up-là, il est juste merveilleux en attaque. C'est leur meilleur line-up parmi ceux qui jouent vraiment régulièrement. Et défensivement, c'est pareil, c'est leur meilleur line-up parmi ceux qui jouent vraiment régulièrement ensemble. Et en fait, ils ont enfin trouvé cette harmonie dans laquelle il y a plus ou moins une hiérarchie entre les 3 stars. Ils savent, enfin, ils épurent leur section de tir. Ils sont plus clean dans leur jeu. Ils se motivent en défense, ce qui est étonnant avec Tom Thibodeau jusqu'ici, ce qu'il ne faisait pas. Mais donc, en fait, cette équipe des Knicks, c'est pareil, elle a trouvé le rythme, elle a trouvé la bonne recette, elle a trouvé le truc, et elle a renoué avec les racines du coup du jeu de Tom Thibodeau, avec les racines des Knicks, en se focalisant plus sur la défense. La saison dernière, on était très déçus que Julius Randle ne s'implique pas plus en défense, alors qu'il avait fait une super saison juste avant. Alors là, on est assez content qu'effectivement, il se bouge un petit peu. Pareil, Mitchell Robinson, qui était souvent blessé, il est de retour, et pour moi, c'est un des piliers de cette défense-là. Donc c'est un peu la même chose. On a cette équipe qui se relève grâce à des retours, grâce à une harmonie, etc. En fait, c'est la même chose qu'aux Nets. On a l'impression qu'ils ont trouvé la recette pour finir la saison et qu'ils vont pouvoir se qualifier en playoff grâce à ça. Voilà, reste à voir la suite. Faut pas s'emballer. C'est 6 victoires de suite, 7 maintenant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais faut pas non plus s'emballer. Mais voilà, on a quand même l'impression qu'il y a enfin la stabilité qu'on attendait à New York et que le talent est enfin bien utilisé. Ouais, Mitchell Robinson, belle progression. Alors, franchement, Ouais, ouais, ça se clairement. voit pas plus que ça dans les stats, mais il y a un vrai cap qui est en train de se franchir dans l'utilisation de son corps, dans la compréhension du jeu. Je vais pas beaucoup regarder les Knicks cette saison. Je vous avoue, j'ai un peu de mal à regarder les Knicks. Je suis pas emballé plus que ça par l'équipe. J'ai toujours du mal avec Tim Bodo. J'ai jamais vraiment aimé Julius Randle. Mais les fois où j'ai regardé, j'ai trouvé que Mitchell Robinson, il y avait vraiment quelque chose qui commençait à se mettre en place. Quentin Grimes, je trouve aussi que c'est un joueur très intéressant, même si là, mon analyse se pose plus sur l'année dernière que sur cette année. Mais il y a un autre truc
dont j'ai l'impression, quand j'ai regardé cette équipe des Knicks, j'ai l'impression que Jalen Brunson leur apporte énormément de leadership, en fait. Et que, si tu veux, tant qu'il y a Jalen Brunson, juste dans l'attitude, c'est pas le genre, c'est le genre de mec qui va réussir à capter l'attention de ses coéquipiers en mode non, mais les gars, là, on est en train de déconner, faut qu'on fasse ça, quoi. Tu vois, et ils ont des limites, il n'y a pas assez de talent pour taper toutes les équipes, mais au moins ne plus être ridicule sur des longues séquences pendant la saison. Tu peux être ridicule sur un match, ça arrive, tu te foires, tu passes à côté, mais tant qu'il y a Jalen Brunson dans le vestiaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc où pendant 3-4 semaines, tu es là, mais les Knicks, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Tu vois. Je pense que ça n'arrivera pas. Et notamment, tu vois, sur le message qui passe, maintenant, tout le monde se met à défendre. Je ne suis pas dans le vestiaire, donc je n'ai pas l'inside, mais mon impression, je ne serais pas étonné, si tu veux, que Jalen Brunson ait un impact là-dedans et une influence sur ça de non, mais les gars, on y va, c'est ça qu'on doit faire. C'est quand même une équipe qui gagne en se passant de Evan Fournier qui est dans son prime, Derrick Rose, bon, qui est un peu vieux, mais quand même ancien MVP, et Cam Reddish. Les trois sont mis sur le côté, sur la touche, et on peut dire ce qu'on veut, mais depuis que c'est le cas, les Knicks gagnent avec Quentin Grimes, voilà, qui défend bien. Il y a quand même, comme tu as dit, il y a toute une rotation qui s'est bien mise en place. Cette équipe, elle est intéressante, mine de rien. Elle ne va pas lâcher, en fait. Tu sens qu'elle ne va pas lâcher, que ça va se battre, que ça va jouer, que ça va essayer, en fait. Oui, c'est. Ah, on parlait de Kyrie Irving en disant que c'était un drôle de joueur, mais Tom Thibodeau, quel coach étrange aussi quand même. Moi, non, mais c'est vrai, il est très fort en assistant avec Boston. On rappelle que c'est l'un des artisans du titre de Boston avec le Big Three de l'époque. Très bon avec les Bulls de l'époque d'Eric Rose MVP, avant voilà, que le jeu se transforme finalement, que le jeu NBA finisse de se transformer. Et là, finalement, j'ai l'impression que l'an dernier, il a essayé il s'évertuait à essayer de faire jouer un 5 majeur avec Evan Fournier et Kemba Walker, alors que défensivement, c'était impossible que ça marche en fait. Tu savais que ça allait prendre l'eau. Il s'est entêté. Cette année, il a encore mis longtemps avant de bouger. Finalement, là, il bouge. Et quand il bouge, on a l'impression que c'est tout l'un, tout l'autre. Il y a pas de demi-mesure. Et je me dis, pour revenir notamment sur Derrick Rose et Evan Fournier, je trouve ça étonnant quand même qu'il faille en passer par le fait de ne pas les faire jouer du tout. J'ai du mal à croire que malgré leurs défauts, leurs failles, on peut utiliser le terme qu'on veut. Pour moi, c'est quand même deux joueurs qui ont des qualités tellement fortes sur certains aspects du jeu que tu dois pouvoir t'en servir. Et j'arrive pas à savoir si finalement c'est pour du management de groupe où il s'est dit c'est plus simple, je les sors complètement de la rotation. Comme ça, ils vont pas venir me casser les pieds ou faire la gueule parce qu'ils ont joué que 10 minutes ou 7 minutes et finalement, je les sors comme ça, ils savent qu'ils jouent pas et moi je me concentre uniquement sur les joueurs qui vont jouer. Je sais pas si c'est ça ou si c'est quand même la marque d'un entraîneur qui a du talent, qui a des qualités, je retire rien à Tom Thibodeau, mais qui a du mal quand même sur les ajustements et qui a du mal à trouver à tirer le meilleur de l'effectif qu'il a à partir du moment où il rentre pas complètement dans sa philosophie ou dans ses plans de jeu. Je suis un mec positif, moi du coup je suis plus dans l'optique d'essayer de me mettre team Thibodeau du coup et d'essayer de comprendre un peu son truc. En fait, je pense que effectivement il y a ce phénomène déjà de tu restreins ta rotation, tu restreins le nombre de joueurs sur lesquels tu travailles, donc tu restreins plus ou moins en fait l'alchimie dont on parle pour chaque équipe que tu dois créer. C'est-à-dire que créer une alchimie à 9, c'est beaucoup plus simple que créer une alchimie à 15. Donc naturellement, ça aide déjà sur ce plan-là d'avoir plus de certitude sur les joueurs avec qui tu vas jouer, la manière dont tu vas jouer dans ton match, etc. Ça, c'est déjà cool. Et aussi, je pense qu'il y a un aspect mental de se dire, aujourd'hui, Thibodeau, il a coupé Fournier, il a coupé Derrick Rose de la rotation. C'est-à-dire un mec qui est vraiment super bon, un mec qui est une légende, il les attège de sa rotation, il a montré un peu aux autres, vous n'êtes pas bon, vous sortez de la rotation. Donc Emmanuel Quickley, quand il a 6 minutes, il se donne pour éviter de devenir le nouveau Derrick Rose, le nouveau Evan Fournier, de sortir, de se faire trade, quoi. Et je pense qu'il y a ce truc un peu militaire de Tom Thibodeau, qui certes est très très étrange dans ses équipes, qui peut être vachement dérangeant, mais au final, c'est que comme ça que les équipes de Thibodeau marchent, c'est quand il crée une équipe de soldats et qu'il arrive comment dire, à les fédérer autour d'un truc. En fait, à chaque fois, avec les équipes de Thibodeau, on a l'impression que c'est ça. C'est quand il cut Kemba Walker de sa rotation et qu'il montre à tout le monde qui est le patron, que ça repart un peu droit. C'est quand, à chaque fois, quand il fait des dingueries, qu'il s'énerve à l'entraînement ou
ou quoi, à chaque fois, il reprend le pouvoir, en fait. Et je trouve ça bizarre. C'est pas les méthodes que j'aime voir dans une équipe de basket, mais apparemment, ça marche, donc pourquoi pas? Je serait très intéressant ton analyse, je trouve, notamment sur l'alchimie. C'est vraiment bien vu, ouais. Après, je pense comme toi, Théo, il y a des trucs, moi, pareil, je me dis, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, ils ne savent pas les utiliser, tu vois. Après, peut-être qu'effectivement, c'est, ouais, bon, bah non, plutôt que de te faire jouer 12 minutes, je ne te fais pas jouer du tout. Par exemple, Kemba Walker, quand il revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, à un moment, il remet dans la Oui. rotation, et Walker, il tape un match à 40 points, en fait. Et d'un coup, tu te dis, ah, mais il fait 29 et 44. Et t'es là, mais en fait, il sait jouer au basket. Il est fort, il peut apporter quelque chose. Tu vois. Evan Fournier, aujourd'hui, dans son prime, je suis sûr qu'Evan Fournier, dans plein d'équipes, tu peux l'utiliser comme un très bon joueur, tu vois. Et après, Thibodeau, ça marche pour lui. Tu vois, il ne fait pas jouer les mecs qui n'arrivent pas à faire confiance, en qui il n'a pas confiance en défense, défensivement. Et c'est Knicks gagne. Donc, quelque part, tu as envie de te dire, ouais, bah, il n'a pas tort, mais ouais, tu as l'impression quand même qu'il y a une limite. Quoi. Tu dois quand même pouvoir trouver un rôle à ces mecs-là. En fait, ce que je comprenais pas, C'est bizarre. Hein. ce que je comprenais pas l'an dernier, mais après, je vais pas revenir tout le temps sur l'an dernier, c'est qu'en fait, c'est pas que Kemba Walker et Evan Fournier peuvent pas jouer en fait. C'est que je voyais pas comment ils pouvaient jouer ensemble si tu voulais avoir une défense qui tient la route en fait. C'est ça. Et limite, là t'as l'impression que c'est un petit peu pareil. Tout le monde se fait punir en même temps. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, Benjamin, bon, déjà, si, il faut reconnaître, ça marche là. Les Knicks gagnent des matchs, ils sont bien mieux. Donc tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien, effectivement. Après, la limite, malgré tout, pour moi, hein, des coachs comme ça qui sont un peu dictateurs ou militaires dans l'approche, il y a une limite dans le sens où il y a un moment. Alors là, les Knicks sont encore loin, mais si tu veux gagner, si tu veux aller loin, il y a un moment où il faut que les joueurs ils aient envie de gagner pour toi aussi. Et que pour l'instant, les joueurs, peut-être qu'ils performent ou qu'ils surperforment parce qu'ils veulent jouer pour eux, en fait. Ils veulent être sur le terrain, ils veulent pouvoir jouer, avoir des minutes. Et donc, ça permet peut-être aux Knicks d'avoir trouvé un état d'esprit défensif. Là, ça, c'est vraiment bien. Pour Quentin Grimes ou McBride qui sortent du banc, qui apportent des trucs. Ça, c'est vraiment bien de donner de l'élan comme ça. Mais je pense pas que ce soit des méthodes qui te permettent de durer, en fait. Et notamment, ou en tout cas, pas de durer si tu veux avoir des résultats autres que être sûr de te qualifier pour les playoffs. Alors, je sais que New York, forcément, c'est pas une équipe comme les autres. Chaque fois que ça marche, les fans mettent une telle pression qu'il faut que ça soit, je vais pas dire championship or bust, mais que ça aille loin en playoff, que ça passe un tour, etc. Là, New York revient de loin encore une fois, donc on n'en est pas à ce stade-là. J'ai l'impression que c'est un premier bon pas dans le sens il faut gagner des matchs. Il y avait quand même de quoi faire un petit peu avec cet effectif. Mais j'ai du mal à l'heure actuelle, alors peut-être que je suis trop dur, mais à me dire que Tom Thibodeau est l'homme de la situation pour New York, au-delà d'une belle série de victoires, peut-être d'un état d'esprit. Mais derrière, je me dis, même si ça continue de gagner, je pense qu'il y a quand même un plafond qui est assez net pour cette équipe des Knicks telle qu'elle est construite. Si tu fais pas jouer Cam Reddish, Evan Fournier ou Derrick Rose, ou alors ça veut dire que tu les mets de côté en voulant les trader, mais on sait comment ça marche. Si tu veux trader les mecs, faut que tu puisses montrer aussi qu'ils peuvent jouer. Alors autant pour le cas d'Evan, je pense que les équipes qui le suivent n'ont pas de doute. Il est en pleine forme, il est en plein dans son prime comme tu disais Antoine. Mais pour des mecs comme Derrick Rose qui ont quand même tendance à manquer avoir des pépins physiques, à un moment, si tu veux le trader, faut que tu le montres. Et un mec comme Cam Reddish qui a jamais réussi à trouver de place d'impact en NBA, si à un moment tu veux avoir un retour sur investissement, faut que tu le montres aussi, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui est, grosse guillemets, bien au Knicks, c'est que en fait, Thibodeau, on lui a dit: «Tu as les pleins pouvoirs» et ça, c'est assez assumé. C'est-à-dire que, le front office pourrait venir, mettre son grain de sel et dire, «Bah, fais-moi jouer Derrick Rose, fais-moi jouer, Cam Reddish. Il faut qu'on les vende, il faut qu'on récupère, des joueurs en échange et cetera». Mais le front office a décidé de faire confiance à Thibodeau, du coup, de le laisser faire son truc. Alors, du coup, vu que c'est Thibodeau, j'ai des doutes vu qu'on a vu effectivement les limites. Pour moi, la grosse limite, effectivement, c'est l'adaptation. En playoff, il y a systématiquement ce truc de, vu qu'il y a pas de profondeur, vu que, il garde des joueurs qui sont essentiellement des défenseurs, à un moment, il est confronté à un mur déjà offensif et puis au-delà de ça, à un mur en termes de profondeur. La limite, elle se situe là. Mais l'avantage de cette méthode-là côté Knicks, c'est de se dire qu'il y a pas de compromis comme souvent dans des équipes où, on prend un coach et en fait on lui fait jamais trop confiance. Je pense à Frank Vogel par exemple dans la situation des Lakers l'année dernière.
auquel on a imposé énormément de compromis, comme fait starter Russell Westbrook, tu peux pas le bencher, on lui fait pas confiance. Et du coup, le gars a les mains liées, il peut pas bien faire son travail, donc l'équipe perd, c'est logique. La méthode Thibodeau, voilà, elle est discutable, mais moi, je suis les Knicks, j'ai ce gars dans mon roster, enfin dans mon coaching staff, soit tu lui donnes les pleins pouvoirs, soit tu le tèges, c'est tout ou rien pour moi, Thibodeau. Et là, j'avoue que j'ai du mal à voir comment maintenant les Knicks pourraient se dire, alors qu'ils sont en pleine série de victoires, on va virer Thibodeau, on va prendre un mec à la place, qui serait le remplaçant, est-ce que ça correspond? En fait, maintenant qu'ils sont là, c'est marche ou crève avec Thibodeau, et on verra après les playoffs. Mais je pense que s'il y a un nouvel échec, type pas de qualification ou, résultat médiocre en playoff, il y a moyen qu'il saute. Mais avant ça, pour moi, il a sa place assurée, tranquille. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'imaginais pas que Thibodeau se ferait virer forcément dans la Ah, bien saison, hein. C'est sûr. pas ça que je voulais dire. C'était plus pour les années à venir. Et je me demandais si c'était pas quand même la preuve, enfin, ou du moins une marque que c'était une erreur de casting finalement d'avoir. Moi, j'aime bien. Le mec est passionné. C'est un coach qui a prouvé plein de trucs, mais sur l'adaptabilité, pardon, je, je continue. Enfin, j'ai d'énormes doutes en fait finalement. Après, je me permets juste que c'est mon moment théorie du complot que je sors à chaque fois qu'on parle des Knicks. En fait, il y a ce truc de la CAA, du coup, qui est la plus grosse agence de la NBA, et il y a tout le temps les rumeurs avec les Knicks, etc. En fait, on en arrive à un stade où, franchement, ce serait bizarre que ce soit pas vrai parce que tu as ce truc de Thibodeau est client de la CAA, rejoint une équipe présidée par un ancien gros agent de la CAA qui ramène dans le bureau d'Enix ces gars de la CAA. Jalen Brunson, je crois que c'est un mec CAA. Oui, oui, Bien sûr. son père T'inquiète. était le premier joueur que Leon Rose a managé. Mais c'est Et ça. Et puis, l'agent de Jalen Brunson est le fils de Leon Rose. ah oui, c'est vrai, c'est ça en plus, oui, et qui bosse pour la CIA, etc. Ouais, bien sûr. Les mecs draft CIA. Donc, tu as ce truc, en fait, tu as ce trafic d'influence et il y a un moment où tu es obligé de te poser la question. Genre, ok, ça sonne un peu théorie du complot de se dire c'est une agence qui dirige cette équipe, mais on en arrive à un stade où c'est tellement évident que tu te dis, en fait, Thibodeau, il est aussi là parce qu'il y a cette connivence. Julius Randle est payé autant parce qu'il y a cette connivence, etc. etc. Et Ah, bah oui. du coup, tu en es à ce stade aussi où tu te dis, bah, Thibodeau, même s'il n'a pas forcément les résultats, même si on doute, il y a moins qu'il reste à cause de ça. Et c'est peut-être pas sain, mais c'est peut-être Non, mais comme ça, juste. Mais je pense que tu as raison, c'est même pas qu'une théorie du complot. Ça marche de toute façon dans le sport à tous les niveaux, même en championnat de France, ça marche déjà comme ça. Les agents sont ultra influents, c'est pas que dans le basket. Et Clutch, on le voit même avec Clutch Sport. Les Lakers, quelque part, alors maintenant ils essayent de se détacher, mais les Lakers, c'est devenu une équipe Clutch Sport pendant un moment. Et les Knicks sont clairement le penchant, c'est l'équipe CIA. C'est le plus gros marché. Pour CIA, c'est parfait. Euh, Après, c'est dur de voir la direction claire que va prendre les Knicks. Il y a un vrai problème de j'ai l'impression que Barrett est pas forcément une future star. C'est dur à dire. Je lui souhaite une carrière à la Andrew Wiggins. Je lui souhaite Moi aussi. je lui souhaite de réussir à rebondir un jour en quittant les Knicks. Mais la Parce que preuve, je pense pas que ça se fera à New York. pour aller dans ton sens, c'est que c'est la première fois qu'on prononce son nom aujourd'hui, là. Par exemple. Ouais, tu mais vois. c'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est Je l'ai qu'il tourne cité à vite fait 19. au début. Ouais, c'est Attention. Ouais. Mais tu sais, oui, c'est vrai, ouais, dans le line-up. Mais tu sais, il tourne à 19 points par match. Mais en fait, tu as l'impression qu'il a l'utilisation d'une star en étant un role player, en fait. Tu as l'impression que c'est un role play. C'est pas un mec qui est destiné. Tu vois, c'est Harrison Barnes, quoi. Et c'est positif. Je dis pas ça négativement. Harrison Barnes, c'est un super joueur. Donc, je lui souhaite d'avoir un destin à la Wiggins et de finalement un jour se réveiller et montrer tout le talent qu'il avait, notamment au lycée, parce que c'est un vrai mec talentueux. Mais l'adaptation NBA est dure. Je pense que les Knicks, ça aide pas. Donc, il n'y a pas forcément ce jeune super autour de qui tu vas construire. Ils ont des pics, mais finalement, ils ne tankent pas. Et quelque part, c'est à leur honneur, tu vois. Ils ont pris Jalen Brunson, qui je trouve est un super joueur pour eux, mais qui va ni leur faire passer un vrai cap en avant et qui est à la fois trop fort pour vraiment leur permettre d'être nuls, mais qui prend la place dans le cap comme une superstar. C'est très bizarre. C'est une équipe, tu as l'impression, qui est destinée à être milieu de tableau. Mais quelque part, en gagnant des matchs et en jouant peut-être les playoffs, bah, c'est déjà presque positif parce qu'il y a eu tellement de. Tu vois, c'est un peu comme les Nets, tu sais, où on dit bah, il s'est passé tellement de choses. Et les Knicks, il y a eu tellement de saisons de drama, de trucs pourris qu'au final, ils font juste les playoffs et on pourrait presque en être satisfait.
J'ai beaucoup de mal à voir dans quelle direction prendra cette franchise. Je l'avais nommé en équipe surprise cette saison, donc tu vois, je suis pas surpris que cette équipe, par exemple, fonctionne bien ou qu'elle aille en playoff, mais j'ai du mal à comprendre quel est son plan futur, en fait. Je sais même pas si les dirigeants ont un plan, en fait, tout Ouais. simplement. Là, les Knicks, ils sont 6e aujourd'hui, donc on est le 20 décembre. Cette place, ça vous semble tenable sur le reste de la saison? Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont devant le Heat, par exemple, qui a beaucoup de problèmes de blessures depuis le début de la saison et qui, pour moi, a un plafond bien supérieur parce que plus d'expérience, mieux coaché, plus profond, bah, en fait, plus de talent, etc. Tu as les Hawks qui, mine de rien, pareil, ont des problèmes de blessures. Ils ont des problèmes d'adaptation aussi avec des Dejounte Murray et ça va venir aussi. Donc moi, ces deux équipes-là, je les vois bien passer devant les Knicks à terme parce que les Knicks, Antoine le disait il y a un moment dans le podcast, j'ai l'impression que ça fait 2 heures, mais ils ont ce truc où en fait, ils perdent contre les grosses équipes. Là où le Heat et les Hawks, eux, ont la capacité de gagner contre les petits, mais aussi contre les gros. Donc forcément, à terme, enfin, quand on va avancer dans la saison, cette faiblesse-là des Knicks va sûrement se voir et ils vont sûrement descendre. Maintenant, le 8e spot éventuellement et la place en playoff, pour moi, elle est plutôt pour eux. Parce que les autres équipes qui sont en dessous du top 8, pour moi, ne feront pas les playoffs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense les deux mêmes équipes que tu as citées, je les vois passer devant New York. Par contre, je pense qu'en fait, ils vont profiter d'une relative faiblesse de la conférence Est. Enfin, elle est homogène, cette conférence, au-delà des deux cadors, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'équipes pas si fortes que ça. Et par exemple, il y a beaucoup plus d'équipes qui ont intérêt à s'autodétruire qu'à l'Ouest. Tu vois, à l'Ouest, au final, même les Wolves qui sont 11e ou 12e, enfin aujourd'hui, ils ne sont pas 11e ou 12e, ils sont mieux placés, mais même les Wolves, ils ne peuvent pas s'autodétruire, ils ont déjà transféré leur pick. Tu vois, tout le monde va se battre vraiment pour ce spot en playoff jusqu'au bout. Les Knicks, je pense qu'il y aura moins de concurrence. Je pense que, tu vois, par exemple, derrière eux, si tu prends le classement derrière eux, donc il y a donc Miami et Atlanta qui, effectivement, ont passé devant. Indiana est 9e. Je pense que Indiana, mine de rien, va quand même transférer ses vétérans, en fait, à un moment ou à un autre. Je pense que ça va quand même être le plan, au moins un des deux, tu vois. Ou au moins tanké, je pense. Ouais, non, mais peut-être carrément tanké, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Indiana, en tout cas, ne va pas chercher plus que ça, je pense, à jouer les play-in ou les play-offs. Ça va être, bon, on fait jouer nos jeunes, si ça gagne, puis si ça perd, voilà, je pense qu'au moins un des deux, entre Buddy et les Miles Turner, va être transféré, voire les deux. Donc Indiana va pas être non plus dans la poursuite absolue. Toronto a, je pense, un plafond un peu plus grand que New York, mais a des difficultés sur une très mauvaise série. Toronto peut, sur un coup de tête, tenter de tanker. Pourquoi pas, tu vois, après tout, je veux dire, je te dis pas qu'ils vont le faire. Je suis pas persuadé qu'ils vont le faire, mais ils peuvent en tout cas au moins arriver au stade de se poser la question. Chicago, je pense que eux, il faut qu'ils le fassent. Là, j'insiste, je le répète, je crois à chaque fois, mais je crois que vraiment Chicago, faut arrêter les conneries, il faut juste tout casser. Faut que tu Après arrêtes le parce match à qu'après, Paris, s'il vous plaît. je reçois des menaces et des lettres d'insultes de fans des Bulls, moi. Donc Ah, à chaque mais fois, je à leur un dis moment, faut être de les réaliste. envoyer directement à Antoine Pimel, mais évidemment, ça. Et derrière le 12e, là, on en vient jusqu'à Washington, qui a Oh, perdu c'est bon. 10 matchs de suite et qui est en train de tanker. Donc au final, limite, les concurrents des Et Knicks, qui est un c'est quoi? joueur intransférable. C'est les Raptors et le Magic. Tu imagines? Non, mais Pour le play-in. limite les Bulls plus que le Magic quand même. Je pense que le Magic va quand même. Ouais, Voilà, enfin. ouais, Mais, va rentrer dans le rang, quoi. mais pour moi, typiquement, en fait, tu l'as dit, les Raptors ont un plafond supérieur aux Knicks. Et en fait, c'est marrant parce que ce matin, j'ai écrit justement sur cette série de défaites et j'ai voulu faire une partie en mode est-ce qu'ils vont tanker, est-ce qu'ils vont trade des gens. On ne sait pas, avec cette franchise, en fait, on ne peut pas savoir. Donc peut-être que s'ils décident de tanker, soyons fous, les Knicks auront un peu le boulevard vers les playoffs. Sinon, je pense que ça se battra au play-in entre les deux, justement. C'est vraiment les deux équipes que je vois un petit peu se taper à cause de leur dynamique actuelle pour les Raptors, que je vois se taper dans le play-in. Mais c'est vrai que les Pacers, typiquement, c'est un peu les Hornets des années précédentes. Ils ont ce jeune meneur super, ils ont un petit peu des vétérans qui sont là pour encadrer le tout, mais ils n'ont pas intérêt fondamentalement à jouer les playoffs. Et de toute façon, s'ils les jouent, c'est pour se faire sweeper par Milwaukee. Donc, autant avoir un meilleur pick. Enfin, voilà. Les Bulls, en fait, à tout dit, les Bulls, je pense qu'il faut les exploser. Donc, ils ont cette chance-là d'avoir un. Il y a 9 équipes qui jouent les playoffs à l'Est. Il y a une équipe qui sera mise de côté. Ouais. Voilà, on verra si c'est les Knicks ou pas eux, mais finalement, ils ont beaucoup de chances de les faire par dépit, plus ou moins. Par défaut, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, pourquoi pas, mais je serais déçu quand même que les Knicks, après avoir recruté Jalen Brunson,
en donnant autant de responsabilités à RJ Barrett, en payant autant Julius Randle, en donnant autant de confiance à Tom Thibodeau, en coupant Derrick Rose et Evan Fournier de la rotation, fasse juste 8e et se fasse sortir des playoffs au premier tour. Ce serait un peu décevant, mais c'est ce vers quoi il se dirige. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même sans être fan des Knicks, retrouver une équipe de New York qui défend et qui met la défense au centre de son projet et qui montre que c'est pas que des idées et qui le met en place sur le terrain, ça fait plaisir. Dans le MOOC spécial New York, bah, on revient forcément sur ces équipes ultra défensives, rugueuses, etc. Là, le jeu a bien changé, on n'en est pas là, mais ça fait quand même plaisir de voir voilà, des Quentin Grimes ou McBride qui sortent, qui sont au Quickley même, qui mettent une grosse pression sur les porteurs de balles loin du panier. Tout ça, ça fait quand même plaisir. Merci Benjamin et Antoine pour ce podcast. Je vous souhaite, comme à tous nos auditeurs, de passer de bonnes fêtes de Noël. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On aura un podcast aussi pour faire un petit récap avec un invité. Vous verrez ça, on vous laissera découvrir tout ça la semaine prochaine. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Continuez à jeter un coup d'œil sur Basket Session parce qu'il y a toujours des matchs qui se jouent et nous, on sera là pour les commenter, pour les analyser. Continuez à aller, si vous n'avez pas, voilà, que ce soit le MOOC spécial New York ou d'autres, et que comme on sait qu'il y a des cadeaux de Noël qui arrivent, ça sera peut-être trop tard pour le recevoir, mais si vous avez un petit peu d'argent dans votre escarcelle, ça peut faire des bonnes idées pour vous. Et puis on vous dit à très vite. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.